Et puis un texte sur Jean Le Cam, enfin en tout cas la navigation en haute mer, enfin la voile, la course au large. Quelle place occupe le sport dans votre vie? Vous aimez le foot? Vous regardez les matchs de foot? Vous Alors supportez une équipe en particulier? Dites-nous. Oui, alors je regarde les matchs. Alors attention, hein, je ne suis pas du tout... je peux m'en passer très bien, tout va très bien. Mais pour moi, c'est un bon moment. Je ne rate pas un match important. Vous voyez, les matchs de Ligue 1 avec une belle affiche, j'aime bien les regarder. Je les regarde avec mes fils qui aiment ça. Et je pense qu'il y a eu aussi dans cette idée de m'intéresser à ça, l'idée de les rejoindre dans leur passion d'enfance. Et aussi, ça joue aussi, c'est un peu comme le rock, c'était aussi l'idée d'aller dans des zones occupées par les garçons, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée qu'il faut un peu se déplacer et aller traîner là. Après, ce que j'aime, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans le sport, c'est les figures d'héroïsme, c'est la dramaturgie du sport, c'est la manière dont ça construit des icônes nationales. Enfin, je trouve que c'est quand même un fait social total, comme on dit en sociologie, et qui n'est pas tellement regardé. L'autre jour, j'étais à une table ronde et alors un designer très très connu a commencé à dire ouais, les footballeurs qui ont 2 neurones, etc. Le type, il est sociologue et ça l'intéresse. Enfin, c'est quand même dingue. C'est quand même pas incroyable l'émotion que suscite le sport, la manière dont ça met en place des émotions, de la compétitivité, des récits, et des figures évidemment de héros qui travaillent la souffrance, la douleur. Enfin, il n'y a qu'à voir tous les grands textes. Alors, évidemment, il y a des grands textes sur la boxe, hein, c'est un petit peu sur le vélo, il y a le très beau livre de Philippe Bordas, Forcené, etc. Et je trouve qu'en même temps, c'est pas assez regardé, alors que ça pourvoit, c'est un pourvoyeur de récits et de fiction assez étonnant. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, c'est la question du corps, qui quand même est, pour moi, un peu au centre de mon travail. Enfin, en tout cas, ça démarre avec Dans les Rapides. Enfin, c'est un peu aussi avec Ni Fleur ni Couronne, mais c'est vrai que dans Corniche Kennedy, la question des plongeons et du corps, j'ai essayé de la Corniche Kennedy, c'est le vertige, bien. la limite, le péril. Oui, c'est aussi... c'est l'entrée dans la vie adulte, c'est l'adolescence, c'est tout ça. Oui, c'est aussi l'idée d'une forme de grâce, enfin, c'est-à-dire c'est l'idée que cette bande d'adolescents qui plongent sur cette plate à Marseille, finalement, ils n'ont qu'à exercer leur âge pour capter une forme de grâce, cette espèce de souveraineté de la jeunesse, qui en même temps est aussi une jeunesse assez, en ce qui les concerne, pas très glorieuse, mais voilà, ils plongent toute la journée et ils font ces plongeons très risqués. Juste vous allez dire que je ne fais que des parenthèses. On va faire un passage plus long. Oui. Hommage au maître. Vous travaillez avec Joyce Sormand sur la question du sport. Joyce Sormand, c'est que par ailleurs, elle s'intéresse beaucoup au féminisme et au néo-féminisme. Est-ce que cette question, vous, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous préoccupe, ou pas? La question du féminisme, elle m'intéresse beaucoup, mais je dois dire que j'ai pas investi le champ plus que ça. C'est-à-dire que, par exemple, le livre qu'on a fait sur femmes et sport, clairement, on se pose la question de savoir si le fait que les femmes assument une ambition et notamment assument un désir de victoire dans des sports qui convoquent en plus des représentations du corps, qui les mettent en scène plus du tout sur un mode de la mer, etc., mais plutôt sur des corps assez virils. Comment est-ce que ça concourt à les libérer, à leur donner plus de place, etc. Et c'est vrai que les textes par ailleurs sont assez légers, assez drôles, et c'est vrai que j'aime énormément faire ça. Mais moi, si vous voulez, en ce qui concerne je veux dire, les théories, la théorisation du féminisme, ça m'intéresse au sens où je peux lire des choses, mais j'investis assez peu ce champ. Je pense que les héroïnes de mes livres, elles sont de toute façon, elles incarnent plus. Si vous voulez, ce que j'aime moins, moi, c'est l'idée de tenir des discours.
Et en fait, dans mes livres, c'est de ça dont je m'éloigne. Alors, la question féministe, elle m'intéresse dans la mesure où je peux l'incarner dans la littérature. Voilà, alors très bien, parfait. C'est Non. pour vous entendre dire quelque chose comme ça que je vous parlais de féminisme, parce qu'effectivement, ce ne sont pas des livres discoureurs. Alors, une petite ligne comme ça qu'on suit. Vous parliez vous êtes aux États-Unis, c'est parce que vous avez de la distance avec beaucoup de choses que vous écrivez. Alors là aussi, classique comme question, la question du jeu et du pas-jeu, de la distance, de comment ça se module dans l'ensemble de ces textes. Parce que je vois que le temps passe et je voudrais qu'on accorde un bon moment maintenant que vous avez renoué avec les gros livres, à ces 2 gros livres, qui sont les 2 derniers. Elle est compliquée chez moi. De toute façon, c'est une question compliquée, la question de ma propre désignation dans mes livres, la manière, la façon dont moi j'apparais. Vous voyez, pour vous moi, dites je ne suis pas porté comme ça par cette nécessité impérieuse d'écrire. Donc, comment... non, je disais que je n'avais pas, si vous voulez, la vocation d'écrire. Aujourd'hui, en revanche, j'ai l'impression que ça s'est quand même bien... ça c'est quand même assez sédimenté. Je vois pas tellement ce que je pourrais faire d'autre. Et d'ailleurs, c'est devenu mon activité, ma pratique quotidienne. Il y a pas donc, mais je disais qu'au départ, si vous voulez, voilà, il y a eu un passage à l'acte un peu mystérieux. J'avais pas eu le sentiment, moi, d'avoir été dans une espèce d'acte de réaliser une vocation. C'est exactement ça. C'est de cette origine-là à maintenant, comment ça se négocie, ça? Alors, je pense que ce qui s'est produit quand j'ai écrit mon premier livre, c'est, je pense, réellement une telle... un rapport tellement intense à ce que je vivais en écrivant. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime dans le fait d'être devenu écrivain, ça va sembler complètement... C'est vraiment d'écrire. Si vous voulez, ce que j'aime, c'est... J'écris parce que j'aime écrire, j'aime le faire et j'aime le moment où je le fais. Et voilà, et ces journées-là, pour moi, c'est vrai que je ne veux pas que ça cesse, c'est-à-dire cette espèce de rapport que je construis, enfin d'abord ce rapport au monde qui se tisse, alors que voilà, moi je travaille dans un lieu qui est un lieu privé, qui est une chambre de bonne, qui est une espèce de petit truc. Et si vous voulez, voilà, je ressens une forme d'intensité de mon existence, tout bêtement, qui fait que c'est comme c'est quelque chose qui me tient vivante. Sans faire des grands mots, etc. C'est ça. C'est parfait. Et non, mais par là, après la façon dont moi... Vous savez, c'est pas tellement les questions qu'on pose qui comptent, ce sont les réponses qu'on a à ces questions. Et là, je trouve très cohérent avec tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Je trouve ça absolument parfait. Alors, si vous voulez, venons-en à ces 2 livres qui s'appellent Naissance d'un pont et Réparer les vivants. J'aime bien dire que Réparer les vivants, c'est tiré de Tchekhov, de Platonov, et que la phrase entière, c'est enterrer les morts, réparer les vivants. Enfin, on a les 2 choses. Il me semble que les 2 livres sont tenus effectivement sur cette question du groupe. Alors, j'emploie des termes un peu simplés qui sont faire société, faire ensemble. Les 2 sont reliés par cette question. Dans un, c'est une question d'un pont, comment construire un pont dans une société donnée et dans un lieu donné parcouru au fond de tas d'idées qui constituent ce qu'on peut appeler la mondialisation, etc. Et dans l'autre, comment des personnes permettent à un cœur de passer d'un corps à un autre et de maintenir comme ça la vie. Et on sait très bien qu'il faut énormément de gens. Et dans Réparer les vivants, vous accordez énormément de place à la part professionnelle de ces personnages, mais vous les donnez toujours dans leur vie, enfin pour la partie professionnelle, vous les donnez toujours dans leur vie intime, c'est-à-dire leurs doutes, leurs angoisses, leurs faiblesses. Et tout ça, je trouve, là, on retrouve pleinement, moi, me semble-t-il, cette notion que vous poursuivez depuis le départ, qui est le groupe, qui est ce qui fait groupe et ce qui peut-être maintient en vie. Alors en plus, je trouve, alors c'est vrai que les deux livres, voilà, ils mettent en scène déjà des collectifs assez importants. Alors,
le pont, ça converge vers un lieu, et puis voilà, il s'agit de travailler ensemble à faire surgir quelque chose. Dans Réparer les vivants, il y a plutôt des formes de transfert. C'est un peu un jeu de délit-délo, quoi. Un jeu de délit-délo d'un personnage. Vous voyez, c'est quand un jeu de relais, en fait. C'est comme un espèce de relais. Et je trouve que ce qui peuvent dire peut-être les deux, c'est voilà, ce lien entre l'individu et la communauté, entre le singulier et l'universel, etc. Cette tension-là, pour moi, elle est intéressante dans la question, par exemple, et notamment, voilà, ça me conduit à aussi instaurer des personnages. Si vous voulez, c'est des livres où il n'y a pas un personnage principal, mais il y a des figures majeures, mais dans des collectifs de personnages qui sont quand même assez copieux. Et si vous voulez, c'est aussi une façon de ne pas céder au traitement romanesque d'un personnage, vous voyez, qui siphonnerait absolument par lui-même toute une réalité. Ce qui, par ailleurs, est un projet romanesque qui me tente énormément. Mais c'était pas là. Je veux dire par là, c'est pas c'est mal, c'est bien. Mais là, moi, j'ai fait autre chose parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, en fait, se joue cette espèce de tension entre voilà, la singularité d'un être et la manière dont il peut rallier quelque chose qui le dépasse et surtout qui le réinvente et où il est quelqu'un d'autre. Dans Réparer les vivants, parfois ils font deux choses en même temps. Cordelia, elle regarde tout le temps son téléphone, elle pense à son amant et en même temps il faut qu'elle aille installer. Oui, je trouve que ça reflète pleinement la vie. Oui, ça c'est la vie. Ça reflète pleinement la vie. Parce qu'on n'est jamais, si vous voulez, dans des programmes et dans des discours. C'est pas vrai. Dans la vie, on fait deux choses en même temps. On attend le bus et en même temps, on essaie de savoir si Bidule va décrocher au téléphone. Oui, et ça c'est intéressant. Et par ailleurs, c'est vrai que sans faire des... Pardon. Chez des auteurs comme Lobo Antunes, par exemple, on a ces temporalités différentes qui sont là, permanentes, qui sont vibrantes, etc., etc. Tant que j'ai la parole, un truc... Quand vous avez beaucoup travaillé sur l'adolescence, j'ai été très étonné, pris comme ça émotionnellement. J'ai l'impression que ce Simon qui meurt au début en venant de faire du surf, c'est un de ces personnages qui vient des romans d'avant. Et là, ce garçon, enfin, au départ, ils sont trois, et il y en a un qui meurt. Là, au niveau du passage, je trouve que aussi dans votre œuvre, ça relie à tout. Ouais. Vous avez vu comme j'emploie maintenant. Mais... ça relie à tout et ça marque quand même quelque chose qui est très 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 fort. Vous savez, à un moment, Dumas tue un personnage et il pleure comme un veau en disant il tue un des trois mousquetaires meurt et il pleure parce qu'il a été obligé de le tuer. Mais c'est vrai que je pense par exemple que j'aurais pas pu écrire ces livres dans un ordre différent. Vous voyez, pour moi, ils ont une... Et chaque livre, finalement, fait signe au précédent. Après, moi, je ne sais pas dans quelle mesure ils peuvent faire signe à celui d'après. Mais, enfin là, je ne suis pas incapable de le dire. Mais en revanche, je vois très bien que ce Simon Limbre, il fait signe aux gamins de La Platte. Mais entre-temps, il y a eu les deux... il y a eu deux ouvriers, deux jeunes ouvriers du pont qui se jettent des piles, etc. Et puis avant, il y a eu les trois gamines du Havre, etc. Et en fait, il y a quelque chose comme ça qui se passe. Ce que je voulais dire dans cette histoire de Réparer les vivants, quand vous m'avez dit que vous pensez que ce livre est peut-être celui où il y a cette question-là du groupe, de qu'est-ce qui fait communauté, etc., elle se pose le plus fortement. Je suis vraiment d'accord. Parce que je pense qu'au fond, mais alors bon, c'est peut-être moins spectaculaire que dans Le Pont, où pour le coup il y a une espèce de grosse foule, mais là c'est beaucoup plus, à mon avis, intéressant, parce qu'en fait la question du don d'organes, elle pose cette question-là, parce qu'en fait, finalement, c'est ce que j'ai découvert d'ailleurs en écrivant le livre, c'est que voilà, ce qu'on répare, c'est le corps social, ce qu'on répare, c'est il s'agit quand même je le dis souvent, de se détacher,
je disais même de déprivatiser, de se détacher de celui ou du corps de celui qu'on aime le plus, de son amant, de son ami, de sa famille. Et en fait, ces corps privés, on les déprivatise, on les met à distance. Et c'est un geste, c'est ça, ce geste du don d'organes, pour qu'ils aillent finalement en réparer d'autres. Et on remet finalement au pot commun des corps qui sont des corps de proches. Et ça, je trouve que ça ne parle que, c'est en ce sens-là que le livre il parle beaucoup de cette histoire et c'est un geste assez radical, et pour le coup, je trouve qu'il interroge vraiment notre rapport au corps, notre rapport au commun, notre rapport à la mort, enfin voilà, et peut-être de façon plus ferme que dans le, enfin, plus lisible en tout cas que dans le. D'une toute autre façon, oui. Et puis de toute façon, là vous touchez à l'hôpital. L'hôpital, c'est pour énormément de gens un lieu important d'une manière ou d'une autre. Dans l'origine de ce livre, quelle est la part personnelle et émotionnelle? Est-ce qu'il y en a une? C'est un livre où j'ai en quelque sorte métabolisé des expériences, une expérience personnelle liée au deuil de proches, mais qui ne mettait pas en scène des histoires de transplantation. Mais c'est vrai que je pense qu'à la suite de ces deuils de proches qui se sont produits dans un espace, dans un temps assez rapproché, et qui mettaient en scène les deux de manière inverse des cœurs humains, soit qui s'effondrent, soit qui résistent dans des corps détruits. C'est qu'à la suite de ça, je pense que j'ai cette expérience-là de la mort de ces proches m'a donné, je pense, enfin, j'ai cessé d'écrire ce que j'étais en train d'écrire, parce que moi j'étais traversée quand même par une émotion. Enfin, je trouvais ça complètement débile de continuer à faire ce que j'étais en train de faire vu ce que je vivais. Donc, et j'ai essayé de faire quelque chose de cette expérience-là. C'est vrai que c'est quand même très métabolisé. Reste le cœur humain. Énorme travail documentaire. Oui, alors un travail documentaire qui, cela dit, ne m'a pas amené à manipuler beaucoup de documents, mais en revanche, j'ai rencontré un infirmier qui coordonne les greffes et avec lequel j'ai parlé quand même, j'ai eu des entretiens longtemps. Et puis j'ai été à la Salpêtrière observer une greffe, c'est-à-dire la réimplantation, alors pas le prélèvement, mais la deuxième opération, c'est-à-dire le cœur qui arrive au bloc et qui est réimplanté. Et j'ai été aussi à l'agence de la biomédecine, c'est là où je me suis rendu compte qu'elle était à 1 avenue du Stade de France, quasiment tout sous le stade. Et là, j'ai été rencontrer une des personnes qui a travaillé à la mise en place de ce logiciel Cristal qui apparie les donneurs et les receveurs. Ça a été quand même trois temps, mais le plus important, ça a été quand même ce personnage d'infirmier qui coordonne les prélèvements. Parce que je pense que si je l'avais pas, enfin si on n'avait pas bien parlé, on aurait. C'est-à-dire que ça ne se fait pas sur des documents froids écrits, ça se fait dans l'échange et dans la parole. Oui, c'est-à-dire que moi j'avais le sentiment que quand je mettais mon ticket dans l'Eurodateur, dans le métro pour aller à l'agence de la biomédecine ou pour aller rejoindre ce type, donc cet infirmier qui travaille, enfin qui dirige la coordination de Necker. J'étais en train d'écrire mon livre, enfin déjà, vous voyez, j'étais dans un processus de travail déjà, c'est-à-dire que le travail littéraire a incorporé des temps d'entretien, des temps de transcription, d'enregistrement, de bien écouter ce qu'il me disait, etc. Après, ce que j'ai lu, en revanche, en termes de documents froids, ne concerne pas spécifiquement la greffe, mais c'était pas mal toute la relecture de Jean-Pierre Vernant, par exemple, des textes sur la belle mort et le cadavre outragé, des choses comme ça, c'est-à-dire des textes sur la ritualisation, la place de l'homme devant la mort de Philippe Ariès, enfin des textes comme ça, qui sont des textes d'histoire ou d'anthropologie ou d'anthropologie historique en ce qui concerne Vernant, sur lesquels je suis revenue, parce que Vernant, par exemple, c'est un auteur que je connaissais vraiment bien, Ariès pas tellement, et puis voilà, et ça fait, si vous voulez, un matériau, mais ça me donne l'occasion juste de dire un truc très important. Je dis ça parce que non, mais parce que je trouve ça super important de dire un truc sur la documentation, c'est que pour moi, il ne s'agit jamais de monter un dossier de doc, que ce soit sous des bandes audio, etc., et puis de le traiter dans un roman.
C'est-à-dire que tout se fait dans l'ordre du livre. Moi, j'écris mes livres dans l'ordre, en tout cas les deux derniers, enfin les livres de trajectoire, c'est-à-dire Tangente vers l'Est, on va à Vladivostok, on va sur la rive d'en face dans le pont, on va dans le corps de Clair, là, les livres de trajectoire. En fait, pour moi, je les ai écrits dans l'ordre où ils se présentent au lecteur. Mais vraiment, donc la première phrase, c'est ce qu'est le cœur de Simon Limbre, etc. Et ça implique quand même que le matériau, il s'invente au fur et à mesure du livre. Donc de fait, pour moi, dès les premières pages, mon problème, c'est cette vague. Et cette vague, déjà, elle déclenche quand même un geste documentaire. C'est quoi une vague? Bon, par ailleurs, moi, j'ai des connexions privées dans ce truc-là, mais en même temps... cette scène, j'y tiens énormément, je la rêve énormément, je m'y consacre intensément et elle est déjà l'occasion de travailler un matériau documentaire et de le tisser organiquement dans le texte. Et après, si vous voulez, tout le texte se déroule comme ça, c'est-à-dire voilà, comment ça va se passer, déjà comment c'est le Havre, qu'est-ce que c'est qu'un vraquier qui descend un fleuve, je sais pas, tout ça pour moi, c'est ça le travail littéraire, c'est-à-dire que c'est jamais, bon alors je fais ma recherche doc et puis puis maintenant j'écris mon histoire, c'est pas comme ça. Et vous répondez en fait à une question que je vous pose quand même, et vous avez déjà répondu, c'est-à-dire que c'est forcément un roman. Oui, c'est forcément un roman. D'ailleurs, je trouve que mes livres, ils manifestent quand même une forme de joie du roman. Enfin, j'ai l'impression d'affirmer quelque chose enfin, j'ai l'impression que c'est très quand même d'affirmer quelque chose comme un désir de fiction et en fait d'affirmer même la fiction quoi dans mes livres. On arrive au terme de l'heure qu'on devait consacrer à cette conversation. Si vous voulez, je pose une ou deux autres questions à Mélisse de Kerangal, mais si vous voulez poser une ou deux questions dans la salle, ou trois, avant de rejoindre la table du libraire qui est au-dessus et de continuer la conversation avec Mélisse de Kerangal qui pense déjà au verre de l'amitié et qui a oublié la séance de dédicace, c'est quand même extraordinaire. Donc normalement séance de dédicace, mais ça peut se faire un verre à la main finalement. Bon, il n'y a pas de problème. Vous parliez de Tangente vers l'Est, c'est un livre assez particulier. Je crois que c'était en 2010, un certain nombre d'auteurs très différents, très variés, Daniel Salnave, vous, énormément de gens, ont été invités à faire une traversée avec le transsibérien dans le cadre d'une année France-Russie, je crois que c'est ça. Hein. Voilà. Alors, énormément de gens en ont tiré plutôt des témoignages, des journaux de voyage, des documents. Et Mélisse de Kerangal, je crois que vous êtes la seule à en avoir tiré Mathias Sénard a écrit aussi une fiction. Mais sinon, Olivier Rollin ou Sylvie Germain ou Daniel Salnave ou Dominique Fernandez ont plutôt écrit des textes qui sont des essais ou des méditations ou des textes comme ça. Voilà, c'était pour répondre à ça. Est-ce que vous souhaitez poser une question à Mélisse de Kerangal ? Alors, attendez, j'arrive. Oui, d'abord, je voulais vous féliciter pour le dernier roman, là, qui est Réparer les vivants, c'est un livre formidable. Mais vous posez quand même une question, est-ce que vous ne trouvez pas que vous avez écrit un livre trop formidable, justement, sur le monde médical? C'est-à-dire que tous les acteurs médicaux sont formidables, quoi. Ça se passe bien, c'est formidable, il y a un élan, il n'y a plus d'aspect d'argent, il n'y a plus d'aspect de crise de la santé comme elle est aujourd'hui. Et puis, on ne voit pas non plus les concurrences féroces qui peuvent y exister dans ce milieu. Bon, voilà, est-ce que c'est pas trop beau? Mais sinon, le livre est formidable. Merci. C'est une question qu'on m'a déjà posée, ça. C'est-à-dire qu'est-ce que voilà, il n'y avait pas une espèce de vision hyper positive, effectivement, du milieu hospitalier. Moi, je trouve que d'abord, c'est vrai que c'est un milieu sur lequel j'ai pas de connexion. C'est un monde que je connais pas vraiment. En revanche, je trouve que j'assume tout à fait que c'est un livre qui est quand même tout est pris par le haut. Hein. C'est vrai que les personnages sont tous pris par le haut d'une certaine manière. Pour autant, il y a des variantes. Je pense qu'un Thomas Rémich, par exemple, c'est vrai qu'il a une espèce de figure, c'est comme un espèce d'ange laïque. Hein. D'ailleurs, il est extrêmement assumé comme ça dans le texte, hein, parce qu'en fait, il y a des moments où
le narrateur, voilà, on insiste sur le fait que dans cette attention à la parole, dans cette empathie, etc., il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, un Harfang est quelqu'un d'assez différent. Pour lui, c'est un héritier d'une dynastie de grandes familles hospitalières. Il y a quand même des enjeux de pouvoir. Si, il y a des digressions, alors qui sont des traçages un peu éclairs, mais c'est vrai que notamment moins sur la concurrence, par exemple, qui a eu lieu au moment, à la fin des années 60, entre Chaumont et Barnard, et puis après Cabrol, etc., sur la façon dont ils se sont tous piqués la première, en fait, finalement, la première de la transplantation cardiaque. Mais j'ai essayé quand même d'avoir... voilà, il y a un enjeu réaliste, mais si vous voulez, pour moi, l'important dans ce livre-là, il ne se situait pas sur l'idée de donner une espèce de tendre un miroir de l'hôpital, en fait. Moi, j'étais quand même très, très concentrée sur cette histoire de transplantation. Le livre doit prendre en charge cet acheminement. Il faut transférer ce cœur, et je suis complètement tendue là-dessus. Et c'est vrai que, voilà, après je trouve que ils ont quand même des textures différentes, ces personnages. Marthe, voilà, et c'est pas Révolte, c'est pas la même. Alors, ils sont beaux, je ne sais pas, mais ils sont tous bons, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il y a une empathie dans cet hôpital. Et d'ailleurs, cela dit, moi j'atteste aussi de l'expérience que j'en ai eue avec les personnes dont j'ai parlé, dont j'ai rencontré. Mais c'est assez assumé pour moi dans le livre. Est-ce que vous travaillez sur autre chose? Vous avez dit tout à l'heure que pour écrire ce livre, vous aviez interrompu un autre livre. Est-ce que vous allez le reprendre? Est-ce que vous travaillez sur autre chose? Sur quoi, on peut le savoir? Ça m'embête, en fait. Bon, alors n'en parlons pas. Est-ce qu'on a répondu à votre question, monsieur? Est-ce qu'il y a une autre question ou deux avant que... Daniel, moi j'ai une petite question. Oui. Je voulais savoir si Maïs pouvait nous lire un petit extrait, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'entendre ces mots. Je sais pas, un extrait de votre choix, par exemple, du livre que vous souhaitez. Alors, on va vous laisser juste le temps de la préparation. J'allais rigoler en disant que j'allais prendre une phrase de Réparer les vivants, mais que ça ferait 20 minutes si je lisais une phrase, mais je me suis dit... Parce qu'il y a... Bon, alors voilà. Voilà, je vais vous lire un extrait de Cornish Kennedy, qui est un livre qui est paru en 2008. Donc, c'est l'histoire de jeunes adolescents qui sont sur une plateforme à Marseille et qui passent leur journée à glander et à être ensemble et à plonger. Non, ça va. Il s'est placé dans le flux de sa lumière et l'accompagne, intelligent, puisque c'est l'heure, après tout, heure pyromane, nuit-jour, tic-tac, tic-tac, cliquettement du monde terrestre, domino, tout cela est affaire de course orbitale, rien de plus régulier. Par ailleurs, Eddie n'est pas certain que la fille soit si moche. T'as peur, mais tu l'as jamais fait, comment tu peux savoir? Comment tu peux savoir ce que ça fait le vertige si tu as si peur? Il a parlé dans un souffle. Depuis quelques secondes, la fille resplendit sous le soleil horizontal, ciblée en pleine tête comme le naos au fond du temple, et sa peau s'est dorée d'un coup, peau d'héritière, lisse et douce, irisée d'ambre solaire, pieds ballonsés, ongles nacrés, un paréo tahitien, 3 glaçons dans un verre à orangeade. Chin Chin, va faire ton piano, chérie. Eddie trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant à cette minute que cette peau de fille, là, toute concrète, membrane qui palpite, absorbe et transmet, tissu qui capte et décongestionne, rien de plus troublant que cette peau. Il réagit, il n'est pas dupe, se demande pourquoi cette fille chourave dans les sacs. Il y a quelque chose qui cloche. Il n'aime pas trop ces histoires-là, se méfie des tordus. 10 minutes qu'ils sont seuls sur le Just Do It, l'air fermente, la lumière du soir décolore peu à peu le cap. Faut faire quelque chose, faut y aller maintenant. À contre-jour, les peaux s'assombrissent quand les dents rutilent d'un blanc de céruse. Eddie coupe court à la conversation, se racle la gorge et annonce d'une voix ferme. Ouais, alors on est pareil, t'as qu'à me suivre, t'as qu'à faire comme moi. Il hésite à se rétracter soudain, sait qu'il joue gros.
S'il saute le premier, il prend le risque que la fille s'échappe par l'arrière du cap et atteigne la 4 voies avant que les autres soient remontés à temps pour la retenir. Il sait aussi que ceux qui l'observent, comme on s'obsède du chef, ne seront pas dupes et qu'il met en jeu son autorité. La fille l'interroge. « T'as peur alors ?» Eddie jette un œil en bas, lui aussi mordoré maintenant, la peau brune piquetée de minuscules auréoles blanches et poudreuses que le sel séché aura déposées, et cette peau qui sent le Big Mac, la Marlboro et la mer à cargo, lui aussi les boucles épaisses, mais la dent de requin sur le ras du cou coquillage, est souple, nerveux, mobile, les yeux vifs sous les paupières gonflées. Il lui plaît tout autant, vu de près, que lorsqu'elle l'épiait à s'embrûler les prunelles derrière sa fenêtre. Il opte pour précipiter le mouvement, elle fait tout pour prolonger leur face-à-face. Il le sent et elle l'entend qui approuve. Ils savent tout, et fort de cet axiome sensible, une autre attraction, mais latérale, celle-là, ils mélangent leur présence physique et aléatoire, entremêlent leurs forces, s'agencent et se combinent sans même se toucher. Ils sont comme les fauves qui se cherchent dans le bruissement des clairières tropicales. Leurs corps sont leurs messagers, leurs mouvements leurs porte-parole. C'est le grand rodéo qui se met en branle, qui prend corps entre eux et dilate leur cœur. Oui, j'ai le vertige, c'est sûr, Eddie rigole. Quand je saute, j'hallucine, je me disloque, je deviens gigantesque. Puis il regarde au loin et ajoute, s'enfoncer là-dedans, j'aime ça. Elle l'écoute, ajuste son maillot, les index lisses l'ourlet de la culotte, à même la peau des fesses. Puis il déclare, ok, on va y aller en même temps. Elle hoche la tête et un frisson la parcourt tout entière. Passe sous sa peau. Des picots chair de poule apparaissent. Les mini-poils se dressent au garde-à-vous. Une fois en position de départ, d'un coup, la voilà pâle, les cernes creusées. Elle est exsangue. Et ni de rien. Il voudrait tout arrêter, mais sur le Just Do It, le scénario s'est emballé. Il vient à son tour se mettre en place à côté d'elle. Ils font la même taille, 30 cm les séparent. Ils prennent leur respiration, décomptent les secondes. 3, 2, 1, go. Se précipite alors dans le ciel, dans la mer, dans toutes les profondeurs possibles, et quand ils sont dans l'air, hurlent ensemble un même cri, accueillis soudain plus vivant et plus vaste dans un plus vaste monde. Vous voyez, je trouve, à entendre ce texte, là, on est exactement dans ça, c'est-à-dire cette chimie, ces rapprochements, ces attractions, ces dislocations, oui, cette chimie, vraiment, qui est qu'on retrouve très très souvent chez vous. Est-ce qu'il y a une autre question, ou est-ce que vous préférez que Mélisse de Kerangal rejoigne sa table tout de suite et que vous puissiez parler directement avec elle ? Dans ce cas, je vous invite à la réapplaudir une fois de plus et à la remercier beaucoup.